La robe était parfaite, de la dentelle chantilly cousue main, d'un blanc ivoire, 28 000 de filets de rêve et 6 mois d'économie secrète accumulée par une femme à qui on n'avait pas laissé prendre ses propres décisions depuis 5 ans. Amalia Santos l'avait choisi seule, acheté seule, et avait caché le ticket de caisse dans un coffre dont son fiancé ignorait l'existence, et c'était précisément ce qui rendait Brandon Hale furieux. Elle se tenait dans la suite nuptiale de l'ancienne cathédrale de St. Patrick à Nolita, à Manhattan, en train d'ajuster la dentelle le long de sa clavicule lorsqu'elle entendit des pas lourds et rapides, le genre de démarche propre à un homme qui a déjà décidé de tout gâcher avant même d'ouvrir la porte. Brandon entra, l'incarnation du rêve de toutes ces femmes, costume noir Tom Ford, cheveux lissés en arrière, mâchoire assez anguleuse pour couper du verre, mais ses yeux étaient froids. Le genre de froideur qu'Amelia avait appris à déchiffrer au cours de 5 années de silence et de petite cruauté. Ces 2 demoiselles d'honneur, Monique Torres et Yara Way, se figèrent près de la porte. Sa mère, Regina Santos, 54 ans, le lupus lui rongeant les articulations, 2 emplois lui brisant le dos, se tenait près de la fenêtre, serrant un bouquet de pivoine blanche dans des mains qui n'avaient cessé de trembler depuis son arrivée à Manhattan pour la première fois depuis 2 ans. Car Brandon avait dit à Amelia que le Bronx était trop dangereux pour des visites le week-end, que le quartier de sa mère n'était pas le genre d'endroit où sa femme devait être vue. Tout le monde dans cette pièce sentit l'atmosphère changer. « Tu vas porter ça, » dit Brandon. Et ce n'était pas une question. C'était un verdict enveloppé dans une voix qu'elle avait entendue 1000 fois auparavant. La même voix qui lui disait qu'elle riait trop fort lors des dîners, que ses opinions en faisaient trop pour ses collègues, que son espagnol était embarrassant lorsqu'elle le parlait en public. Toujours trop de quelque chose, jamais assez de quelque chose d'autre. « C'est ma robe, » dit Amelia, en gardant une voix ferme, même si ses mains tremblaient derrière les plis de dentelle. « Je l'ai choisie, je l'ai payée. Avec quel argent? » Brandon s'approcha, tournant autour d'elle comme si elle était une pièce à conviction dans une affaire qu'il avait déjà gagnée. « Qui a payé ça, Amelia? Parce que je sais ce que tu gagnes, c'est-à-dire rien. Et cette robe coûte plus cher que l'appartement de ta mère. » C'est là qu'elle le vit. Cette chose derrière son regard qui n'était pas seulement de la maîtrise, c'était de la peur. La peur d'un homme qui réalise que la femme qu'il a réduite à néant depuis 5 ans possède encore une partie d'elle-même qu'il ne peut atteindre. Il attrapa l'épaule de la robe. Amelia entendit le bruit avant de le sentir. La dentelle se déchirant, les fibres se séparaient. 6 mois d'espoir secret se déchirant de l'épaule à la taille. Puis Brandon a dit ce qu'elle ne lui pardonnerait jamais. « Tu es exactement comme ton père, toujours à faire semblant d'être plus que ce que tu es. Et regarde comment ça s'est terminé pour lui. » Le bouquet glissa des mains de Regina. Les pivoines blanches heurtèrent le marbre comme un cri étouffé. Monique se précipita en avant, mais Yara lui saisit le bras, et Amelia resta parfaitement immobile, fixant son reflet dans le miroir. La robe déchirée, l'échymose sur son poignet qu'elle cachait sous un bracelet depuis 2 semaines. La femme qu'elle était autrefois, cette jeune femme de 21 ans, qui avait traduit des contrats de 200 millions de dollars en 3 langues, qui avait corrigé sans ciller des avocats chevronnés 2 fois plus âgés qu'elle, qui s'était un jour assise face à l'un des hommes les plus puissants de New York pour lui dire que sa clause était erronée. Et quelque chose en elle, quelque chose qui sommeillait depuis 5 ans, ouvrit les yeux. « Non, dit-elle. Et si vous pensez que ce mot a marqué la fin de son histoire, vous ne savez pas ce qui s'est passé ensuite. Car 20 minutes plus tard, les portes de cette église se sont ouvertes, et un homme est entré, faisant retenir leur souffle à toutes les personnes assises sur les bancs. Un homme dont le nom était murmuré dans les salles de réunion et redouté dans les coulisses. Un homme qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans, mais qui a traversé Manhattan en 12 minutes parce qu'il avait vu une diffusion en direct d'une femme en robe déchirée et reconnu la flamme dans ses yeux, celle d'il y a 6 ans. Il s'appelait Rain Vulov, et ce qu'il a fait ensuite a tout changé. Si cette histoire vous a déjà captivé, cliquez sur « J'aime » pour que je sache que vous êtes là, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons dans cette suite nuptiale, au moment précis où Amelia Santos s'est regardée dans le miroir, a touché la dentelle déchirée et a décidé qu'elle en avait assez d'être insignifiante. Amelia a regardé la déchirure dans le miroir pendant 3 secondes de plus, puis a tourné le dos au miroir. Elle n'a pas ajusté la robe, n'a pas tiré sur le tissu pour le refermer, n'a rien fait de ce que Brandon attendait d'elle. Elle s'est dirigée vers la porte. Brandon se tenait debout,
bloquant l'encadrement en bois, les deux mains appuyées de chaque côté comme un mur, et sa voix s'est abaissée pour prendre ce ton qu'il utilisait toujours quand il voulait qu'elle obéisse sans avoir à crier. Réfléchis à ce que tu fais, Amelia. Il y a 250 personnes assises là-bas. Mes parents, mes associés, mon patron. Si tu sors comme ça, tu ne te ridiculises pas seulement, tu détruis tout ce que nous avons construit. Amelia s'arrêta à un pas de lui. Elle plongea son regard dans ses yeux froids, ses yeux qu'elle avait autrefois crus calmes, fiables, un refuge. Et pour la première fois en 5 ans, elle les vit exactement tels qu'ils étaient, vides. Très bien, dit-elle, et sa voix ne tremblait pas. Qu'il voit. Brandon cligna des yeux, une seule fois. Mais cela suffit à Amelia pour comprendre qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Il avait l'habitude qu'elle baisse la tête, qu'elle dise « d'accord » et aille se changer, qu'elle ravale sa colère et sourit devant les invités, comme si tout allait bien. Mais aujourd'hui n'était pas ce jour-là. Derrière Amelia, un petit bruit rompit le silence, le frottement d'une chaise sur le sol en pierre. Regina Santos se leva. Elle se leva lentement parce que ses genoux lui faisaient mal, parce que le lupus rongeait ses articulations depuis 15 ans, parce que ses jambes avaient tenu debout 12 heures par jour entre 2 emplois pour élever 2 enfants après que son mari eût été abattu lors d'un braquage dans le South Bronx. Mais elle se leva. Elle marcha jusqu'à sa fille, prit la main d'Amelia et parla assez fort pour que Brandon entende chaque mot. Assez fort pour que Monique et Yara entendent. Assez fort pour qu'elle-même entende la force de sa propre voix après 40 ans de silence. Ton père n'a pas vécu assez longtemps pour t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Mais je suis là et je ne laisserai personne te refaire ça. Sa main tremblait, mais sa poigne était ferme. Amelia sentait chaque articulation de la main de sa mère se resserrer autour de la sienne. Elle sentait le poids de ses mots. Car Regina Santos n'avait jamais prononcé une seule phrase contre Brandon au cours de ces 5 années. Ce n'était pas parce qu'elle n'en avait pas voulu, c'était parce que Brandon avait coupé tous les chemins qui lui auraient permis de s'approcher de sa fille, et elle avait eu peur que si elle parlait, Amelia perde même le peu de contact qu'il lui restait. Mais aujourd'hui, debout dans cette loge imprégnée de l'odeur des fleurs et d'un parfum coûteux, en regardant la robe que portait sa fille, déchirée par la main de l'homme qui était censé l'aimer, Regina décida que le silence n'était plus le moyen par lequel elle protégerait son enfant. Monique Torres s'avança et se plaça derrière Amelia, les 2 poings serrés le long du corps, les yeux fixés sur Brandon, sans ciller. Yara Way se tenait à côté de Monique, plus discrète, mais les épaules droites et le menton relevé, 4 femmes face à un homme dans l'embrasure de la porte. Brandon les regarda Amelia, regarda Regina, regarda Monique et Yara, et pour la première fois, il comprit qu'il n'avait plus affaire à une femme seule. Il s'écarta, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire lorsque 4 femmes s'avancèrent vers lui d'un seul coup, le regard ne demandant pas la permission. Amelia ouvrit la porte de la loge. Le couloir de la vieille église s'étendait devant elle, long, silencieux et éclairé par la lueur des bougies. Elle sortit sans se retourner. Amelia sortit du couloir latéral et s'engagea dans la nef principale de l'église. Au moment où elle apparut au bout de l'allée, l'organiste âgé dans la tribune baissa les yeux et ses doigts s'arrêtèrent au milieu d'une note. La marche nuptiale s'éteigna dans l'air, coupée aussi brusquement que si quelqu'un avait débranché la prise, et le silence qui s'abattit sur la vieille cathédrale Saint-Patrick semblait plus pesant que n'importe quelle musique. 250 têtes se tournèrent. La première rangée se retourna la première, où Petra Hale, vêtue d'une robe Valentino bleu pâle, et Douglas Hale, en costume 3 pièces gris, étaient assis avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude de dominer chaque pièce où ils entrent. Petra fut la première à voir l'alarme. Elle ouvrit la bouche, puis la referma sans un mot. Douglas plissa les yeux comme s'il essayait de décrypter un contrat contenant une clause erronée. Puis la deuxième rangée se retourna, suivie de la troisième, puis de la quatrième, telle une rangée de dominos tombant en cascade depuis l'autel jusqu'à la porte. Le côté droit de l'église était bondé. C'était l'univers de Brandon, les confrères de Douglas, des gestionnaires de fonds d'investissement en costume gris et montres de luxe, les amis de Petra de la galerie d'art, enveloppés dans des foulards de soie et du parfum français, les partenaires commerciaux que Brandon devait impressionner. Tout l'arrangement parfait pour un mariage parfait qui regardait désormais la mariée s'avancer dans une robe déchirée de l'épaule à la taille. Le côté gauche était presque vide. Quelques anciens collègues d'Amelia du cabinet d'avocats y étaient assis, éparpillés. Une amie d'université, 2 tantes du Bronx, que Brandon avait accepté d'inviter à contre-cœur,
Et au dernier rang, presque caché derrière un pilier de pierre, Tommy Santos était assis, le visage blême, son téléphone toujours à la main, avec le message qu'il avait envoyé à sa sœur 20 minutes plus tôt, un message concernant une nouvelle dette de 40 000 $. Il n'avait aucune idée de comment la rembourser. Un message qu'Amelia n'avait pas eu le temps de lire avant que Brandon ne fasse irruption dans la loge. Tommy regarda sa sœur marcher dans cette robe déchirée, et il baissa la tête car même sans savoir ce qui venait de se passer dans la loge, il savait que d'une manière ou d'une autre, sa souffrance avait un rapport avec les fardeaux qu'il ne cessait de faire peser sur ses épaules. Amelia marchait lentement, non pas parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle voulait sentir chaque pas sur le sol de marbre froid à travers la semelle de ses chaussures. Elle voulait entendre le léger frottement de la robe sur le sol. Elle voulait regarder droit dans les yeux des 250 personnes qui la fixaient sans baisser la tête. Regina marchait à ses côtés, tenant toujours la main de sa fille, le dos plus droit qu'Amelia ne l'avait jamais vu. Monique et Yara suivaient derrière elle, deux silhouettes vêtues de robes de demoiselles d'honneur lavande, avançant au rythme régulier d'un cortège. Les chuchotements commencèrent, doux au début, comme le vent s'engouffrant par une fente dans une porte, puis de plus en plus fort. Quelqu'un au 5e rang murmura « Qu'est-il arrivé à la robe ?» Et la personne à côté de lui répondit en secouant la tête. Une femme au 3e rang porta la main à sa bouche. Un homme en costume bleu marine au 5e rang sortit son téléphone, le leva et commença à filmer. Puis un autre téléphone est apparu. Puis un autre, comme des lucioles s'éveillant une à une dans l'obscurité de l'église. Quelqu'un au 7e rang est lancé un live. Et à partir de ce moment-là, l'histoire d'Amelia Santos n'appartenait plus seulement aux 250 personnes présentes dans l'église, mais commençait à appartenir au monde entier à l'extérieur. Amelia avait parcouru la moitié de l'allée centrale lorsqu'elle entendit le bruit sec des chaussures en cuir frappant le sol en pierre, provenant de l'allée latérale gauche de l'église. Brandon n'était pas venu par l'allée centrale. Il a contourné l'église par le couloir latéral longeant la rangée de colonnes de pierre, essayant de la rejoindre sans passer devant les 250 personnes brandissant leurs appareils photo. Mais au moment où il a jailli de entre les bancs et saisi le poignet d'Amelia, tous les objectifs étaient déjà braqués sur eux. Amelia sentit ses doigts familiers se refermer sur son poignet, juste au-dessus de l'ancienne ecchymose, exactement comme il la tenait toujours. Pas assez fort pour que l'on puisse parler de violence, mais assez fermement pour qu'elle sache qu'il ne lui demandait pas ce qu'elle voulait. Il lui donnait un ordre. « Amelia, arrête. Tu fais une scène. Reviens simplement dans la pièce et nous réglerons ça comme des adultes. » Mais avant qu'Amelia n'ait pu réagir, Monique Torres s'avança. Monique ne cria pas, ne fit pas de bruit. Elle posa simplement sa main sur le poignet de Brandon et écarta ses doigts de la main d'Amelia un par un, avec le calme froid de quelqu'un qui attendait ce moment depuis très longtemps. « Touche-la encore, » dit Monique, d'une voix suffisamment basse pour que seul Brandon et la Rose la plus proche puissent l'entendre. Et tous les téléphones ici l'ont filmé. Brandon retira sa main comme s'il avait touché quelque chose de brûlant. Il regarda autour de lui et réalisa pour la première fois qu'au moins 30 téléphones étaient braqués sur lui. Ses petits yeux de verre sombre enregistraient chaque mouvement, chaque expression, chaque mot. Il recula d'un demi-pas, mais ne partit pas, restant là, les yeux passant rapidement d'Amelia à la foule, tel un animal acculé calculant son échappatoire. Amelia s'arrêta. Elle avait parcouru environ 20 mètres depuis le début de l'allée, et il lui restait encore 20 mètres avant l'hôtel. Elle ne se tourna pas vers Brandon, mais vers tout le monde, vers les 250 visages qui la regardaient, avec toutes sortes d'émotions, allant du choc à la curiosité, en passant par la pitié et le jugement. Adèle, et elle prit la parole. Elle ne cria pas. Sa voix s'éleva naturellement dans la vieille église en pierre, car les églises comme celle-ci étaient construites pour porter la voix humaine, et la voix d'Amelia Santos, à ce moment-là, était suffisamment ferme pour atteindre la toute dernière rangée. « 5 ans, dit-elle. Pendant 5 ans, cet homme a contrôlé chaque dollar que j'ai dépensé. Il vérifiait mes relevés bancaires. Il remettait en question chaque achat. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler parce qu'il prendrait soin de moi. Et puis il s'en est servi contre moi chaque jour, me rappelant que je ne gagnais rien, que je n'étais rien sans lui. Le silence qui régnait désormais dans l'église n'était plus celui de la surprise, mais celui de personnes retenant leur souffle. Pendant 2 ans, et poursuivit Amelia, et sa voix a commencé à trembler légèrement, mais sans se briser. Il m'a empêché de rendre visite à ma propre mère. 2 ans, ma mère vit à 40 minutes en métro, et il m'a convaincu que son quartier était trop dangereux, que d'y retourner signifiait que je faisais marche arrière.
2 ans que ma mère a passé seule avec sa maladie, pendant que j'étais assise dans un penthouse à faire semblant que tout allait bien. Regina, debout derrière sa fille, essuya ses larmes de sa main libre, sans lâcher la main d'Amelia de l'autre. Il m'a fait quitter le meilleur travail que j'ai jamais eu, dit Amelia, parce qu'il trouvait embarrassant que sa fiancée travaille pour un autre homme. Il m'a fait arrêter de parler espagnol en public parce qu'il disait que ça mettait les gens mal à l'aise. Il me disait que mon rire était trop fort, mes opinions étaient trop tranchées, mes rêves trop ambitieux. Tout en moi était toujours trop pour lui. Elle regarda Brandon droit dans les yeux. Il se tenait à quelques pas de là, le visage blême à la lueur des bougies, les yeux scrutant toute l'église, à la recherche de quelqu'un qui prendrait son parti. Mais personne ne se leva. Personne ne prit la parole. Son père, Douglas Hale, était assis au premier rang, la mâchoire crispée, et sa mère, Petra, pleurait, bien qu'on ne sût pas vraiment si c'était de honte ou de choc. « J'allais t'épouser aujourd'hui, dit Amelia à Brandon, et sa voix portait désormais quelque chose de plus lourd que la colère. C'était le chagrin pour ces 5 années qu'elle ne récupérerait jamais. J'allais me tenir devant cet hôtel et dire oui parce que j'avais oublié ce que ça faisait de dire non, mais tu viens de me le rappeler. » Elle s'apprêtait à en dire plus. Elle s'apprêtait à dire qu'il n'y aurait pas de mariage aujourd'hui, qu'elle mettait fin à tout, qu'il ne la toucherait plus jamais. Mais elle n'en eut pas l'occasion, car à ce moment précis, tout au fond de l'église, les 2 lourdes portes en chêne de la vieille cathédrale Saint-Patrick s'ouvrirent en grande dans un fracas qui résonna à travers le plafond voûté. Et la lumière du soleil de midi se déversa dans l'allée comme un flot de lumière. Et au milieu de cette luminosité, une silhouette apparut, immobile, grande, sans hâte, comme si le monde entier pouvait attendre encore quelques secondes pour lui. 20 minutes avant ce moment, au 42e étage d'une tour de verre dans le centre de Manhattan, Rain Vulov était assis en bout d'une longue table de conférence en noyer noir, entouré de 14 hommes en costume coûteux qui attendaient qu'il signe un contrat immobilier d'une valeur de 300 millions de dollars. Kosta Petrov, le garde du corps et bras droit de Rain, se tenait dans un coin de la salle de conférence comme à son habitude, le dos contre le mur, le regard balayant la pièce, son téléphone à la main tandis qu'il faisait défiler les actualités avec l'habitude d'un ancien agent qui ne cessait jamais de surveiller. Kosta tomba sur un flux en direct qui se propageait rapidement sur les réseaux sociaux, une vidéo prise à l'intérieur d'une église, une mariée en robe déchirée avançant dans l'allée, et il la reconnut instantanément. Il s'approcha de Rain, baissa son téléphone pour qu'il puisse voir sans dire un mot, car Kastia savait qu'avec Rain Vulov, une image en disait plus long que n'importe quelle explication. Rain regarda l'écran. La vidéo tremblait légèrement. L'angle provenait de la 7e ou 8e rangée, mais le visage de la jeune femme était suffisamment net, assez net pour que Rain reconnaisse les yeux qu'il avait vus pour la dernière fois 6 ans plus tôt dans une salle de conférence vitrée de ce même bâtiment. Les yeux de l'interprète de 21 ans qui avait osé l'interrompre au milieu d'une réunion pour lui dire que la clause 7.3 du contrat italien contenait une grave erreur de traduction et que s'il le signait, il perdrait son droit d'intenter un procès. Rain regarda la vidéo pendant encore 15 secondes. Il vit la déchirure dans la robe. Il vit que la jeune femme ne pleurait pas. Ses yeux brillaient. Il se leva au milieu de la phrase inachevée du conseiller en chef. Les 14 hommes se turent d'un seul coup, car lorsque Rain Vulov se leva sans prévenir, personne dans la pièce n'osa continuer à parler. Rain ne donna aucune explication. Il regarda Kostya et prononça 3 mots. « Va chercher la voiture ». Kosta disparut de la pièce. Rain le suivit, laissant derrière lui 14 hommes, 300 millions de dollars sur la table et un stylo non signé. La Mercedes Maybach S60420 noire attendait dans le garage. Kostya au volant, Rain à l'arrière, et la voiture traversa Manhattan de Midtown à Nolita en 12 minutes, un laps de temps que quiconque vivait à New York savait impossible en plein midi, à moins que l'homme au volant ne fût Kosta Petrov, et que l'homme sur la banquette arrière ne fût Rain Volkov. Et maintenant, il se tenait devant les portes de la vieille cathédrale Saint-Patrick. La lumière du soleil de midi se déversait derrière lui, projetant une silhouette noire et nette sur le vieux sol en pierre. Il entra. Le costume 3 pièces gris Tom Ford, parfaitement taillé, épousait les lignes de sa haute silhouette. Ses chaussures Oxford noires étaient si bien cirées qu'elles reflétaient la lumière des bougies. La fine cicatrice qui courait le long du côté gauche de sa mâchoire restait découverte, comme toujours, car cette cicatrice était la carte de son enfance à Brighton Beach, et il n'avait honte de rien de ce qui avait fait de lui ce qu'il était.
La Patek Philippe à son poignet gauche scintillait à chaque mouvement de son bras, au rythme de sa démarche. Il n'était pas pressé. Chaque pas était mesuré, délibéré. Le bruit du cuir sur le sol en pierre vieux de 200 ans résonnait au rythme régulier d'une horloge qui décompte les secondes. Kostya resta devant les portes de l'église, les deux bras croisés sur la poitrine, le dos tourné à la rue, les yeux scrutant le trottoir de Mulberry Street. Il montait la garde comme s'il ne s'agissait pas du tout d'une église, mais d'une salle de réunion d'importance nationale. À l'intérieur, 250 personnes regardaient Rain Volkov entrer, et personne ne comprenait ce qui se passait. Mais tous comprenaient une chose. L'homme qui venait de franchir ses portes n'était pas un invité. Rain remonta l'allée centrale de l'église sans changer de rythme, ni plus vite, ni plus lentement. Chaque pas était espacé de la même distance, comme s'il marchait dans le couloir de son propre immeuble, plutôt qu'au milieu de 250 inconnus qui braquaient leurs appareils photo sur lui. Il regardait pas à gauche, il regardait pas à droite. Son regard restait fixé au bout de l'allée, là où Amelia se tenait dans sa robe déchirée, avec 4 femmes à ses côtés. Et la façon dont il la regardait, elle et elle seule, comme si personne d'autre n'existait dans cet espace, fit comprendre à toute l'Église qu'il était venu pour une seule personne et une seule. Les chuchotements commencèrent à se propager depuis le milieu de l'Église. Un homme au 4e rang, associé d'un fonds d'investissement, assis du côté de l'allée centrale, se pencha vers son voisin et murmura « C'est Volkov » d'une voix comme celle qu'on utilise pour prononcer le nom de quelque chose qui ne devrait pas être dit à voix haute. L'homme à côté de lui se raidit. Le nom se propagea de la 4e rangée à la 5e, puis de la 5e à la 6e. Et chaque fois qu'il atteignait une nouvelle personne, la réaction était la même. Le dos se redressait, les épaules se crispaient, réaction instinctive d'un corps réalisant que ce qui venait d'entrer dans la pièce était plus dangereux que tout ce à quoi il s'était préparé. Ce n'était pas de l'admiration. Quand une star de cinéma entrait dans une pièce, les gens se tournaient vers elle avec des yeux avides, désireux de s'approcher suffisamment pour la toucher. Quand Rain Volkov entrait dans une pièce, les gens se tournaient vers lui avec quelque chose de bien plus ancien et de bien plus primitif que cela. L'instinct d'un petit animal lorsqu'un prédateur plus grand pénétrait à l'entrée de la grotte. Au premier rang, Douglas Hale reconnut Rain dès qu'il franchit le seuil. Douglas était avocat à Manhattan depuis 40 ans. Il connaissait le nom de Volkov. Il savait quels immeubles appartenaient à cette famille. Il connaissait les rumeurs sur l'origine de leur argent avant qu'ils ne soient blanchis par l'immobilier et les chaînes de restaurants. Et maintenant, il regardait le propriétaire de ce nom traverser le mariage de son fils. Sa main trouva celle de Petra et la serra fermement. Petra se tourna vers son mari, les yeux écarquillés et paniqués, et murmura « Douglas, qui est-ce » Mais Douglas ne répondit pas, car la réponse n'était pas quelque chose qu'il souhaitait dire à voix haute dans une église. Brandon se tenait au milieu de l'allée, à quelques pas d'Amelia, essayant toujours de trouver un moyen de contrôler la situation. Et lorsque Rain passa devant lui, ce qui se produisit fut pire que n'importe quel coup de poing ou menace. Rain ne le regarda pas. Il ne tourna pas la tête, ne jeta pas un coup d'œil sur le côté. Il ne ralentit pas le pas. Il ne changea pas sa respiration. Il ne reconnut pas l'existence de Brandon Hale par le moindre geste. Il passa devant Brandon comme un homme passe devant une chaise vide dans l'allée. Comme il passe devant l'air, comme il passe devant le néant. Et Brandon le sentit. Il ressentit le vide d'être complètement ignoré par un homme dont toute la salle avait peur. Il était habitué à être haï, habitué à la colère, habitué à la résistance. Car toutes tes émotions lui donnaient du pouvoir. Toutes confirmaient qu'il comptait suffisamment pour provoquer une réaction. Mais l'indifférence totale de Rain Volkov disait à Brandon quelque chose de plus simple et de plus cruel que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Il ne valait pas la peine d'être remarqué. Rain s'arrêta devant Amelia. La distance entre eux était inférieure à un pas. Et de si près, Amelia pouvait voir chaque détail du visage de cet homme. Les yeux gris acier, froids comme du fer, mais pas creux comme ceux de Brandon. La légère cicatrice qui partait dessous son oreille gauche et longeait la ligne de sa mâchoire, telle une traînée d'encre que quelqu'un avait oublié d'effacer, et la façon dont il regardait sa robe déchirée. Il regarda la déchirure. Son regard se déplaça lentement, avec soin, le long de la ligne de tissu déchirée de l'épaule à la taille, comme un homme lisant une sentence avant de rendre son jugement. Sa mâchoire se crispa. C'était le seul signe de la colère qui l'habitait. Pas de poings serrés, pas d'yeux écarquillés, aucun signe de perte de contrôle. Seulement cette mâchoire crispée jusqu'à ce que la cicatrice se tende légèrement.
Et quiconque avait déjà travaillé pour Rain Volkov savait que c'était à ce moment-là qu'il était le plus dangereux. Pas quand il élevait la voix, mais quand il se taisait et que sa mâchoire se crispait. Il ne dit rien. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il ne demanda pas qui avait fait ça. Il ne dit pas un seul mot, car les mots, à ce moment-là, auraient été inutiles. Au lieu de cela, il porta ses deux mains au col de son costume gris Tom Ford, déboutonna chaque bouton, lentement, fit glisser la veste de ses épaules et la drapa sur celle d'Amelia. Le geste était si délicat qu'Amelia sentit à peine le poids de la veste, jusqu'à ce qu'elle repose déjà sur ses épaules, couvrant la déchirure de l'épaule à la taille, recouvrant la dentelle déchirée et la bande de peau exposée en dessous. La chaleur de son corps imprégnait encore le tissu, et Amelia la sentit se propager de son épaule le long de son bras, accompagnée d'un parfum de bois de santal et de cuir. Pas l'odeur envahissante de l'eau de Cologne forte que portait Brandon, ni le piquant bon marché d'une eau de Cologne de pharmacie, mais quelque chose de plus profond, de plus discret, à l'image de l'homme qui se tenait devant elle. Et dès que cette chaleur se répandit sur ses épaules, le souvenir lui revint avec une clarté si vive qu'elle eut l'impression que cela s'était passé hier, 6 ans plus tôt. Une salle de conférence vitrée au 42e étage, 15 avocats assis autour de la table. Elle était la plus jeune interprète de la pièce et elle avait interrompu l'homme à la tête de la table pour signaler qu'une grave erreur figurait à la clause 7.3 de la version italienne. Les 15 avocats avaient retenu leur souffle. Certains l'avaient regardée avec colère, d'autres avec inquiétude pour elle. Mais l'homme à la tête de la table, celui qui portait une cicatrice le long de la mâchoire gauche et avait ses yeux gris et froids, ne s'était pas mis en colère. Il l'avait regardé pendant 3 secondes, puis avait hoché la tête une fois et avait dit à l'Assemblée « Corrigez ça ». C'était la seule fois où Amelia Santos avait vu un homme puissant qui ne se sentait pas menacé par son intelligence, mais qui la reconnaissait. Et maintenant, ce même homme se tenait devant elle dans cette église, après avoir posé sa veste de costume sur ses épaules sans lui demander la permission. Mais ce n'était pas la manière dont Brandon agissait quand il ne demandait pas la permission. Brandon lui arrachait les choses. Cet homme avait posé quelque chose sur ses épaules. Pour la première fois en 5 ans, quelqu'un avait posé quelque chose sur les épaules d'Amelia au lieu de le lui arracher. Et la différence entre ces deux gestes était si simple qu'elle faillit fondre en larmes là où elle se tenait. Rain se tourna vers Brandon. Il fit 2 pas vers elle, seulement 2. Mais ces 2 pas suffirent à faire reculer Brandon d'un pas par instinct, et toute l'Église le vit le marié battre en retraite devant un homme dont il ne connaissait même pas le nom. Rain n'avait pas touché Brandon, n'avait pas levé la main, ne s'était pas penché vers lui. Il se tenait simplement là, le regardant de haut de ses yeux gris et froids, et parlait doucement, lentement, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme. Tu avais quelque chose d'extraordinaire, et tu l'as brisé parce que tu étais trop petit pour l'apprécier. Brandon ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Car la voix de Rain Volkov n'était pas le genre de voix que l'on interrompait, elle portait le poids d'un homme habitué à être entendu et non à être interrompu. Rain laissa les mots flotter dans l'air quelques secondes de plus, puis se tourna vers les 250 invités. Il ne monta pas sur l'estrade de l'hôtel, n'avait pas besoin de micro. Sa voix portait naturellement dans cet ancien espace de pierre, tout comme elle portait dans les salles de conférence, les bureaux fermés, dans n'importe quelle pièce où il entrait. « Je m'appelle Rain Volkov, dit-il, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose au sujet de cette femme. » Il ne désigna pas Amelia. Il n'en avait pas besoin, car tous les regards allaient de lui à elle depuis qu'il était entré. Il y a 6 ans, Amelia Santos est entrée dans une salle de conférence de mon immeuble. Elle avait 21 ans. Elle était là pour traduire des documents dans le cadre d'une acquisition immobilière de 200 millions de dollars. Des contrats en anglais, en italien et en espagnol, et elle était la plus jeune personne dans une salle remplie d'avocats qui exerçaient le droit depuis plus longtemps qu'elle n'avait vécu. Il marqua une pause. Le silence dans l'église était devenu si pesant qu'on aurait dit que quelque chose appuyait contre la peau. Au milieu de la réunion, elle fit taire toute la salle pour me dire que la clause 7.3 de la version italienne comportait une erreur de traduction cruciale. Elle me l'a dit en face, devant mes 15 propres avocats, que si je signais ce contrat, je perdrais le droit d'intenter un procès. Elle avait raison. Cette seule correction a sauvé mon entreprise d'un procès qui m'aurait coûté tout ce que j'avais. Il a laissé son regard passer sur les 250 visages. Cette femme brillante, intrépide, extraordinaire, avait été amenée à croire par cet homme. Et c'était la première fois qu'il reconnaissait l'existence de Brandon,
en insistant sur les mots « cet homme », avec le ton que l'on utilise pour quelque chose de coincé sous la semelle d'une chaussure, pour dire qu'elle n'était rien. Puis Rain poursuivit et sa voix changea. Ce n'était plus la voix d'un homme racontant une histoire. C'était la voix d'un homme prononçant une sentence. Mais puisque nous sommes tous ici aujourd'hui pour partager des vérités, laissez-moi en partager une de plus. Il regarda Brandon droit dans les yeux. Votre fiancé doit 800 000 $, un fonds qui blanchit de l'argent pour des personnes dont vous ne. Depuis 18 mois, il emprunte en misant sur une réputation qu'il ne mérite pas. Il avait besoin de ce mariage. Il avait besoin qu'elle se tienne à ses côtés, l'air respectable, car ses créanciers l'observaient. Ce n'était pas un mariage. C'était un accord commercial et elle en était la garantie. L'Église s'est mise à murmurer. Ce n'était plus de doux murmures, mais le bruit de 250 personnes essayant toutes en même temps d'assimiler quelque chose que personne n'était prêt à entendre. Brandon se tenait au milieu de l'allée, le visage blanc comme un linge, la bouche s'ouvrant et se fermant, les yeux papillonnant dans tous les sens, cherchant une issue, mais l'allée devant lui était bloquée par la pluie. L'allée derrière lui était remplie d'appareils photo, et de chaque côté se tenaient 250 personnes qui connaissaient désormais le plus grand secret de sa vie. Au premier rang, Petra Hale fondit en larmes. Pas des larmes pour son fils, mais parce qu'elle venait de comprendre que le mariage qu'elle avait passé 6 mois à organiser, en choisissant chaque fleur, chaque serviette, chaque morceau de musique, n'avait été rien d'autre qu'une coquille enveloppant la dette que son fils avait cachée. Douglas Hale se leva. 40 ans d'instinct d'avocat lui faisaient réagir avant même de réfléchir. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas débarquer dans une cérémonie privée et porter des accusations sans... Pas fini. Rain tourna la tête et le regarda. Il se contenta de le regarder. Il ne parla pas. Il ne menaça pas. Il ne haussa pas un sourcil. Il se contenta de le regarder avec ses yeux gris et froids et la patience d'un homme prêt à laisser Douglas finir sa phrase uniquement pour qu'il comprenne que cela ne changerait rien. Douglas Hale, avocat depuis 40 ans à Manhattan, un homme qui avait affronté des juges et des procureurs fédéraux sans broncher, se rassit et dans le silence qui suivit, alors que personne ne parlait, que Brandon se tenait tremblant dans l'allée, que Petra pleurait, que Douglas fixait ses propres mains, Amelia Santos éleva la voix. Ce n'était pas fort, mais dans ce silence, elle résonna comme une cloche. Il n'y aura pas de mariage. 5 mots, ni une question, ni une demande, ni des excuses. C'était le verdict final d'une femme à qui, pendant 5 ans, on n'avait pas permis de décider quoi que ce soit. Et c'était la première décision qu'elle avait prise pour elle-même. Les 5 mots d'Amelia flottaient encore dans l'air de l'église lorsque Rain se retourna vers elle. Il ne la toucha pas, ne posa pas la main sur son dos, ne fit aucun geste suggérant la possession. Il tendit simplement sa main droite, paume vers le haut, et prononça 2 mots. « Viens avec moi ». Amelia regarda cette main. C'était une grande main, aux doigts longs, et elle pouvait voir les callosités sur les jointures. Pas les callosités d'un homme qui jouait au golf ou tenait un stylo, mais celles de quelqu'un qui avait utilisé ses mains pour des choses qu'elle ignorait et sur lesquelles elle ne devrait probablement pas poser de questions. Elle savait que prendre cette main n'était pas comme prendre celle de Brandon 5 ans plus tôt, lors de leur premier rendez-vous dans un restaurant de l'Upper East Side. Prendre cette main signifiait entrer dans un autre monde, un monde de Mercedes Maybachs noires rutilantes et d'un garde du corps montant la garde devant la porte de l'église, d'un nom qui avait fait s'asseoir un avocat fort de 40 ans d'expérience au milieu de sa propre phrase, faite d'argent, de pouvoir et d'ombre qu'elle ne comprenait pas entièrement. Mais elle savait aussi que cette main venait de poser une veste sur ses épaules, tandis que l'autre main avait déchiré sa robe, alors elle la prit. La main de Rain se referma sur la sienne, ferme mais sans écraser, la retenant sans l'emprisonner. Et cette différence était si minime qu'elle en était presque invisible. Pourtant, Amelia la ressentait plus clairement que tout ce qu'elle avait ressenti au cours des 5 dernières années. Elles se mirent à marcher vers les portes de l'église. Regina les suivait immédiatement derrière, les mains jointes sur la poitrine, les yeux humides, mais le dos droit. Monique et Yara restaient tout près derrière, et après avoir fait seulement quelques pas, les premiers applaudissements éclatèrent. Ils provenaient de la 7e rangée à gauche, d'une femme d'une 60aine d'années qu'Amelia ne connaissait pas, l'une des tantes du Bronx que Brandon avait accepté à contre-cœur d'inviter. La femme se leva et applaudit, les larmes aux yeux. Puis une autre personne se leva au 5e rang, une ancienne collègue d'Amelia du cabinet d'avocats, puis une autre au 9e rang, puis au 10e. Des femmes se levant une à une,
comme des bougies allumées dans l'obscurité. Pas tout le monde. La famille Hale resta assise, immobile comme des statues de pierre. Petra pleurait toujours. Douglas fixait droit devant lui avec le regard d'un homme calculant un préjudice juridique. Les amis et associés de Brandon étaient figés sur leur siège, craignant de bouger car ils venaient d'apprendre que le marié devait 800 000 $ à des personnes dangereuses. Et personne ne voulait être mêlé à cela. Mais suffisamment de personnes se levèrent, surtout des femmes. Des femmes qui regardaient Amelia s'éloigner dans une robe déchirée, une veste de costume d'homme sur les épaules, et voyaient dans cette image quelque chose qu'elles reconnaissaient, quelque chose de familier, quelque chose qu'elles avaient peut-être elles aussi enduré autrefois, mais pour lequel elles n'avaient jamais trouvé le courage de se lever devant 250 personnes et de dire non. Amelia a atteint les portes de l'église. La lumière du soleil de midi inondait l'intérieur depuis l'extérieur, et lorsqu'elle s'est tenue sur le seuil, là où l'obscurité de l'église rencontrait la luminosité de la rue de Manhattan, elle s'est retournée une dernière fois. 250 visages la regardaient, certains en larmes, d'autres filmant, d'autres applaudissant, d'autres encore assis, immobiles, sous le choc, et elle s'est adressée à eux tous d'une voix plus calme qu'à aucun autre moment de cette journée. Je suis désolé qu'il n'y ait pas de mariage, mais je pense que vous venez d'assister à quelque chose de plus important. Vous avez vu une femme faire le choix d'elle-même, puis elle se détourna et sortit au soleil. La Mercedes Maybach noire brillante était garée juste devant les marches de l'église, et Costa avait déjà ouvert la portière arrière, se tenant à côté d'elle avec une posture parfaite et un visage impassible. Rain aida Amelia à monter en voiture en premier, puis Regina avant de monter elle-même en dernier. Monique et Yara se tenaient sur les marches de l'église, les regardant partir. Monique leva la main pour leur faire un signe d'adieu, avant de se tourner vers Yara et de lui dire quelque chose qu'Amelia entendre, bien que plus tard Monique lui dise qu'elle avait dit « C'est ma fille ». Costa était en train de fermer la portière lorsque Brandon sortit en trombe de l'église. Ses cheveux n'étaient plus lissés soigneusement en arrière. Son costume était froissé, son visage était rouge. Et il courut vers la Maybach avec le désespoir d'un homme qui venait de voir tout ce qu'il avait construit s'effondrer en 15 minutes. Costa ne l'arrêta pas avec ses mains. Il ne le bouscula pas. Il ne le toucha pas. Costa se contenta de se tourner vers Brandon et de le regarder. Un simple regard, celui d'un ancien agent russe, des yeux qui avaient vu des choses que Brandon Hale n'aurait pu imaginer même dans ses pires cauchemars, et Brandon s'arrêta à 2 pas de lui, comme s'il s'était heurté à un mur invisible. Costa s'installa au volant, les portières se refermèrent. Le moteur démarra presque sans bruit. La Maybach commença à s'éloigner de Mulberry Street, et à travers la vitre arrière, Amelia vit Brandon debout, seul, sur les marches de la vieille cathédrale Saint-Patrick. Son costume froissé, ses cheveux en bataille, il rétrécissait de plus en plus jusqu'à n'être plus qu'un point sombre sur la façade de grès. Puis il disparut complètement lorsque la voiture tourna dans Prince Street, la Maybach tourna dans Prince Street, et le bruit du mariage, les applaudissements, les chuchotements, Brandon qui l'appelait par son nom. Tout cela s'évanouit derrière la vitre insonorisée. À l'intérieur de la voiture, il régnait un silence complet. Le genre de silence qu'Amelia n'avait pas entendu une seule fois au cours des 5 dernières années. Car pendant 5 ans, il y avait toujours eu la voix de Brandon, ses remarques, ses corrections, ses rappels qu'elle faisait quelque chose de mal. Amelia laissa échapper un souffle, un long et profond soupir venant de quelque part sous son sternum, là où elle n'avait même pas réalisé qu'elle le retenait depuis si longtemps. Ses épaules s'affaissèrent, son dos s'enfonça dans le siège en cuir, et pour la première fois depuis 5 ans, elle ressentit la sensation simple, presque incroyable, d'être assise dans un espace où personne ne la jugeait. Regina était assise à la gauche d'Amelia, la main fermement enroulée autour de celle de sa fille, la serrant comme si elle craignait que quelqu'un ne lui arrache Amelia à nouveau. Mais ses yeux n'étaient pas posés sur sa fille. Son regard était fixé sur Rainbow Love, assis en face d'eux. Elle le regardait avec les yeux d'une femme qui avait passé 54 ans dans le South Bronx, qui avait perdu son mari dans la violence des rues, qui avait élevé 2 enfants de ses propres mains tout en cumulant 2 emplois, et qui avait appris que personne dans ce monde n'aidait quelqu'un sans raison. Elle était reconnaissante envers cet homme pour ce qu'il venait de faire à l'église, mais elle ne lui faisait pas encore confiance. Elle ne croyait pas qu'un homme qui roulait en Maybach et effrayait les avocats d'un simple regard puisse se rendre au mariage d'un inconnu sans rien attendre en retour. Rain sentit ce regard, mais il ne se tourna pas vers elle, ne s'expliqua pas, n'essaya pas de la persuader. Il se contenta de dire à Costa,
À travers la cloison vitrée entre les sièges avant et arrière, Mulberry Street, chez Cognier. La voiture s'arrêta devant un petit restaurant de Mulberry Street, près de Canal, l'une des dernières véritables cuisines italiennes encore en activité à Little Italy, à une époque où la majeure partie du quartier était devenue un musée touristique rempli de faux restaurants italiens vendant des pâtes aux étrangers. L'établissement de Connie Russo n'avait pas de grande enseigne, seulement une petite pancarte en bois peinte à la main, accrochée à la porte en verre dépoli. À l'intérieur, on trouvait des murs de briques rouges brutes, laissées à l'état brut, des tables en bois usées par le temps et marquées par les rayures de couteaux et les marques de cuillères de 40 ans de service. L'odeur de la sauce tomate mijotée se mêlait à celle de l'ail frit et de la focaccia fraîchement cuite. Le genre d'odeur qu'aucun restaurant Michelin ne pourrait jamais recréer, car il avait fallu 40 ans passer devant les fourneaux pour que cette odeur imprègne les murs. Connie Russo, âgée de 74 ans, était en train d'essuyer une table lorsque la porte s'ouvrit. Elle a d'abord vu Rain, car Rain était un habitué, le fils de la femme italienne dont elle avait été proche avant que celle-ci ne décède. Et Connie cuisinait pour Rain depuis qu'il était un garçon de 12 ans qui avait perdu sa mère à Brighton Beach. Mais elle a ensuite vu Amelia entrer derrière lui, vêtue d'une robe de mariée ivoire déchirée de l'épaule jusqu'à la taille. Une veste de costume gris pour homme était drapée sur ses épaules. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle, les mains tremblantes. Connie porta une main à sa poitrine, fit le signe de croix, puis s'avança et serra Amelia dans ses bras sans poser la moindre question. Elle la serra fort, comme le font les mères italiennes quand elles n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé, mais seulement que l'enfant qui se tient devant elles souffre. Puis elle prit le châle en laine qu'elle gardait toujours derrière le comptoir, celui qu'elle avait tricoté à la main pendant l'hiver, le drapa sur les épaules d'Amelia à la place de la veste de Rain et la conduisit à la table d'angle la plus tranquille du restaurant. Connie ne leur demanda pas ce qu'elle voulait manger. Elle disparut dans sa cuisine et revint 5 minutes plus tard avec 3 bols fumants de minestrone, celui qu'elle préparait selon la recette de sa mère à Naples, avec des légumes du jardin, des haricots blancs, des petites pâtes et un bouillon mijoté pendant 8 heures. Elle posa un bol devant chacune d'elles, tapota légèrement l'épaule d'Amelia, puis retourna dans la cuisine et ferma la porte, leur laissant de l'espace. Amelia regarda le bol de soupe fumante. L'odeur du basilic et de la tomate fraîche lui parvint, et quelque chose en elle, le mur qu'elle avait construit pendant 5 ans pour empêcher tout de s'effondrer, s'écroula. Elle pleura, pas doucement, pas magnifiquement comme dans les films, mais de tout son corps, les épaules secouées de sanglots, les mains agrippées au bord de la table en bois, les larmes tombant sur la dentelle déchirée de sa robe, et le son qui sortait de sa gorge était celui de 5 années qui éclatait d'un seul coup. Elle pleurait parce que son père était mort quand elle avait 14 ans et qu'il n'y avait personne pour la conduire à l'hôtel le jour de son mariage. Elle pleurait parce que sa mère avait le lupus et qu'elle n'avait pas été autorisée à lui rendre visite depuis 2 ans. Elle pleurait parce que Tommy, son petit frère, croulait sous les dettes de jeu et qu'elle ne savait pas comment le sauver. Elle pleurait parce qu'elle avait abandonné le meilleur emploi de sa vie pour un homme qui lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Elle pleurait parce que, 20 minutes plus tôt, elle avait failli épouser un homme qui la considérait comme une garantie pour un prêt de 800 000 $. Regina tenait sa fille par le côté gauche, sans rien dire, la laissant simplement pleurer dans son épaule, sa main frottant lentement son dos en cercle, comme elle l'avait fait quand Amelia était une jeune fille de 14 ans, debout à côté du cercueil de son père. Rain était assis à sa droite. Il ne toucha pas Amelia. Il ne dit pas que tout irait bien. Il n'essaya pas de la réconforter. Il ne fit rien d'autre que de rester assis là, silencieux, patient, lui laissant l'espace nécessaire pour s'effondrer, sans que personne n'essaie de recoller les morceaux tout de suite. Et ce silence, cette présence sans exigence, était la seule chose qu'on pouvait offrir à Amelia Santos à ce moment-là. Amelia pleura jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à pleurer. Son corps s'arrêta avant son esprit. Ses épaules se calmèrent, sa respiration ralentit, et elle se redressa, les yeux rouges et gonflés fixés sur le bol de minestrone qui avait refroidi devant elle. Elle prit sa cuillère. Sa main tremblait encore légèrement, mais elle plongea la cuillère dans la soupe et en prit d'une cuillerée. Le bouillon chaud glissa dans sa gorge et elle sentit cette chaleur se répandre dans sa poitrine, comme si son corps avait oublié ce que c'était que d'être nourri. Elle mangea encore quelques cuillerées en silence, puis posa la cuillère et regarda Rain.
Il était assis en face d'elle, son bol de minestrone à peine entamé, les deux mains posées sur la table, ses yeux gris fixés sur elle avec la patience d'un homme qui n'était pas pressé d'aller ailleurs. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda Amelia, la voix rauque à force d'avoir pleuré. Mais la question était claire, directe, sans détour, car Amelia Santos, même après avoir été rabaissée pendant 5 ans, restait la femme qui avait corrigé un contrat de 200 millions de dollars devant 15 avocats. Et elle ne posait pas de questions, à moins de vouloir la vraie réponse. Rain la regarda. Il resta silencieux quelques secondes, non pas parce qu'il réfléchissait à ce qu'il allait dire, mais parce qu'il choisissait ce qu'il allait révéler. « Parce qu'il y a 6 ans, tu m'as remis à ma place devant mes propres avocats, dit-il d'une voix basse et posée. Personne ne fait ça. Pas à moi. Pas dans mon propre immeuble. Tu avais 21 ans et tu n'as pas bronché. » Il marqua une pause. Aujourd'hui, quelqu'un essayait de tuer cette version de toi et je n'allais pas rester assis dans une salle de réunion à regarder ça se passer sur un écran de téléphone. Il n'en dit pas plus. Il ne dit pas qu'il savait qu'elle avait quitté son travail il y a 5 ans. Il ne dit pas qu'il connaissait le nom de Brandon Hale. Qu'il savait qu'elle avait déménagé d'un petit appartement dans l'East Village pour s'installer dans un penthouse de l'Upper East Side. Qu'il savait qu'elle avait cessé de fréquenter les cercles d'interprètes juridiques. Il ne dit pas que 2 ans plus tôt, il avait remboursé là pour que les petits usuriers ne viennent pas la chercher. Il garda tout cela pour lui, car Rain Volkov comprenait que la vérité avait son moment. Et maintenant, n'était-ce pas le moment? Amelia le regarda encore quelques secondes, cherchant un signe de mensonge, un motif caché, quoi que ce soit qui ressemblait à la façon dont Brandon avait l'habitude de trouver les mots justes au moment précis pour la convaincre. Elle ne trouva rien, mais elle n'en avait pas trouvé assez non plus pour lui faire entièrement confiance. Et elle accepta cette position intermédiaire, car après 5 ans passés avec Brandon, elle avait appris que faire confiance trop rapidement était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Regina était restée assise en silence pendant toute la conversation, mangeant sa soupe une cuillerée à la fois, mais ses yeux n'avaient jamais quitté Rain. Elle posa alors sa cuillère, s'essuya la bouche avec une serviette en papier et regarda droit dans les yeux l'homme assis en face d'elle avec un regard qu'Amelia reconnut instantanément. Car c'était celui que Regina Santos adoptait chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un de plus puissant qu'elle. Ni peur, ni déférence, seulement la prudence acérée de quelqu'un qui avait passé toute sa vie en marge de la société et savait que le pouvoir n'était jamais gratuit. « Que voulez-vous de ma fille, Monsieur Volkov ?» La question tomba sur la table comme une pierre jetée dans l'eau calme. Pas de tournure polie, pas de remerciement préalable, juste une question dure et directe. Rain se tourna vers elle. Et ce qui surprit Amelia, c'est qu'il ne semblait pas offensé, qu'il ne haussa pas un sourcil, qu'il ne sourit pas avec ce genre d'amusement condescendant que les hommes affichent lorsqu'ils répondent à une femme plus âgée. Il regardait Regina avec un véritable respect, le genre de respect qu'Amelia supposait qu'il accordait à très peu de gens. « Pour l'instant, rien, dit-il. Je suis venu parce que c'était de la bonne chose à faire. C'est tout. » Regina soutint son regard sans ciller pendant 5 longues secondes. Puis elle prit la parole, d'une voix basse et lente, pesant chaque mot. « J'ai survécu pendant 40 ans en sachant quelle aide accepter et laquelle refuser. J'ai élevé seul 2 enfants dans le Bronx après que mon mari eût été abattu un mardi après-midi. Je sais à quoi ça ressemble quand un homme offre quelque chose gratuitement, et je sais ce que cela coûte plus tard. » Elle marqua une pause. « Je n'ai pas encore pris de décision concernant la vôtre, Monsieur Volkov. » Rain acquiesça d'un signe de tête. Il ne discuta pas, ne tenta pas de la persuader, ne donna pas d'autres explications. Il respecta sa réponse d'une manière dont Brandon n'avait jamais respecté aucune réponse qui ne fût pas celle qu'il voulait entendre. Ils finirent leur soupe en silence. Connie apporta davantage de pain et de la limonade fraîche sans dire un mot. Quand Amelia eut fini de manger, Rain se leva, prit sa veste de costume du dossier de la chaise où Amelia l'avait pliée après que Connie lui eut donné le châle en laine, et dit « Je vais demander à Costa de vous ramener toutes les deux chez vous. » Il ne demanda pas l'adresse d'Amelia car il la connaissait déjà, mais c'était quelque chose qu'il n'aurait jamais admis à ce moment-là. La Maybach s'arrêta devant l'immeuble d'Amelia à Brooklyn et Costa ouvrit la porte à la mère et à la fille. Rain ne sortit pas. Il ne les suivit pas dans l'escalier. Il ne dit pas « Je t'appellerai », ni ne fit aucune promesse. Il se contenta de dire « Prends soin de toi, Amelia », à travers la portière ouverte. Elle acquiesça d'un signe de tête, puis entra dans l'immeuble avec sa mère à ses côtés, sa robe déchirée traînant sur les marches en béton, le châle en laine de Connie Russo sur les épaules,
Et pour la première fois en 5 ans, personne ne l'a suivie dans les escaliers pour vérifier si elle avait bien fermé la porte à clé. 3 jours après le mariage qui n'a jamais eu lieu, les vidéos de la vieille cathédrale Saint-Patrick ont envahi toutes les plateformes. Pas une seule vidéo, mais des dizaines, filmées sous différents angles par des invités qui ne pouvaient détacher leurs yeux de leur téléphone. Et Internet les a assemblés pour en faire un récit complet que des dizaines de millions de personnes ont regardé encore et encore. Le titre qui s'est répandu le plus vite était « Le mariage du parrain de la mafia crash pour sauver la mariée ». À partir de là, les médias ont commencé à creuser. Ils ont enquêté sur l'identité de Rain Volkov, sur Volkov Holdings, sur les liens entre son empire immobilier légal et les rumeurs d'un monde souterrain qui, jusqu'alors, n'existait que sous forme de murmures dans les cercles financiers new-yorkais, mais qui était désormais exposé au flash de centaines de médias. Les journalistes se sont postés devant l'immeuble de Volkov Holdings à Midtown, devant le restaurant de Connie Russo sur Mulberry Street et devant l'immeuble d'Amelia à Brooklyn. Amelia ne quittait pas l'appartement. Les rideaux restaient tirés et son téléphone était éteint après qu'elle eut reçu le 200e appel d'un numéro inconnu le premier jour. Regina restait dans l'appartement de sa fille, dormant sur le canapé, devenant un rempart entre Amelia et le monde extérieur. Elle bloquait les numéros, effaçait les messages, ouvrait la porte quand les voisins venaient le frapper pour prendre de ses nouvelles et renvoyait chaque journaliste qui sonnait à la porte avec une seule phrase. Pas de commentaires. Quittez cette propriété avant que j'appelle la police. Mais tout ce qui venait de l'extérieur n'était pas forcément des journalistes curieux. Le deuxième jour, une enveloppe est arrivée du cabinet d'avocats Whitmore & Partners, le cabinet de Douglas Hale. À l'intérieur se trouvait une lettre menaçant de poursuivre Amelia pour diffamation. La lettre indiquait que les propos tenus par Amelia devant 250 invités et les millions de personnes qui avaient depuis visionné la vidéo avaient gravement porté atteinte à la réputation professionnelle et à l'image personnelle de la famille Hale. Elle précisait que Douglas Hale envisageait d'intenter une action civile en dommages-intérêts et qu'Amelia devait contacter un avocat immédiatement. Regina lut la lettre avant Amelia et eut envie de la déchirer, mais elle s'en abstint car elle savait que lorsque les riches vous menaçaient avec du papier timbré, on ne pouvait pas simplement être déchiré. Elle l'attendit à sa fille et Amelia la lut les mains tremblantes, non pas parce qu'elle avait peur, mais à cause de la rage impuissante qui la consumait. Parce qu'elle venait tout juste d'échapper à Brandon et que maintenant, sa famille essayait de la réduire au silence avec de l'argent et des avocats. La même méthode de contrôle sous une forme différente. Puis vint Tommy. L'appel de Tommy est arrivé le soir du deuxième jour sur le téléphone de Regina, quand Amelia avait éteint le sien. La voix de Tommy était paniquée, rapide, brisée, le genre de voix qu'Amelia avait entendue trop souvent dans sa vie. Son petit frère devait 40 000 $ à des applications de paris sportifs en ligne. Les pertes s'accumulaient. Des prêts contractés pour récupérer ses pertes, pour finalement perdre encore plus. Et maintenant, les créanciers n'appelaient plus. Ils se présentaient directement à sa porte, dans le Queens. Tommy a dit qu'il lui avait donné 2 semaines. Il n'a pas précisé. 2 semaines pourquoi? Car le frère et la sœur se comprenaient. Amelia était assise sur le canapé dans l'appartement plongé dans l'obscurité, les rideaux tirés, son téléphone éteint, la lettre menaçant d'une action en justice posée sur la table. La voix paniquée de Tommy résonnait encore dans sa tête et elle a réalisé qu'échapper à Brandon ne signifiait pas échapper au chaos. Elle n'avait fait que troquer un type de chaos contre un autre. 3 jours plus tôt, elle avait failli épouser le mauvais homme. À présent, elle était assise dans le noir avec une mère malade, un frère endetté, des avocats qui la menaçaient, des journalistes qui attendaient devant sa porte et sans emploi, sans revenus, sans autre projet que d'essayer de survivre au jour le jour. Elle était épuisée. Pas le genre d'épuisement qui vient du manque de sommeil, mais celui qui survient quand, où que l'on regarde, on ne voit que des murs. L'après-midi du 3e jour, l'interphone de l'appartement sonna. Regina se leva du canapé avec l'air d'une femme prête à renvoyer un énième journaliste. Mais lorsqu'elle regarda par le Judas, elle vit Kosta Petrov debout dans le couloir avec 2 sacs en papier remplis de nourriture. Et derrière lui se tenait Rain Volkov, vêtu d'une chemise noire dont le bouton du haut était défait, sans veste de costume, ne ressemblant en rien à l'homme qui était entré dans l'église 3 jours plus tôt, et pourtant dégageant la même présence qui, d'une manière ou d'une autre, faisait paraître plus petit le couloir du 4e étage d'un immeuble de Brooklyn. Regina ouvrit la porte, mais ne les invita pas à entrer tout de suite. Elle resta sur le seuil et regarda Rain pendant 3 secondes avant de s'écarter.
Et Rain comprit que ces 3 secondes étaient la façon dont Regina lui disait qu'elle autorisait cela, mais qu'elle surveillait de près. Connie Rousseau leur avait donné de quoi manger. Des lasagnes chaudes emballées dans du papier aluminium, du pain focaccia et une petite boîte de tiramisu, accompagnée d'un mot écrit à la main en italien, qu'Amelia lirait plus tard et comprendrait comme signifiant manga filia, manger, fille. Rain posa la nourriture sur la table de la cuisine, puis s'assit sur la chaise en face d'Amelia. Et Amelia le regarda depuis le canapé avec les yeux d'une femme qui n'avait pas dormi suffisamment depuis 3 nuits d'affilée. Les cheveux attachés en un chignon désordonné, vêtue d'un vieux T-shirt et d'un pantalon de survêtement. Elle n'était plus la mariée à l'église, ni l'interprète brillante dans la salle de conférence vitrée. Juste une femme de 27 ans épuisée jusqu'à la moelle. Rain posa une enveloppe blanche sur la table. Amelia la regarda sans la toucher. « Ouvre-la », dit Rain. Amelia s'exécuta. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. La première était un document confirmant que la dette de 40 000 $ de Thomas Santos avait été intégralement remboursée et qu'il ne restait aucune obligation financière, avec signature et cachet. La seconde était une carte de visite de Volkov Holdings avec une note manuscrite au dos à l'encre noire. Directrice des traductions internationales, poste vacant, sans date d'expiration. Amelia regarda l'attestation de règlement de la dette, puis la carte de visite, puis Rain. Et ce qui apparut dans ses yeux n'était pas de la gratitude, mais de la colère. Le genre de colère à laquelle Rain ne s'attendait manifestement pas. « Je n'accepte pas la charité », dit-elle d'une voix dure. Chaque mot était une brique de plus dans un mur. « Je ne t'ai pas demandé de payer la dette de mon frère. Je ne t'ai pas demandé de travail. Je ne t'ai rien demandé. » Rain n'avait l'air ni surpris ni offensé. Il restait assis, les 2 mains posées sur ses cuisses, la regardant avec une patience qu'Amelia ne comprenait pas, car elle n'avait jamais rencontré d'homme puissant qui ne perdait pas en patience lorsqu'on lui refusait quelque chose. « Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est un investissement. J'investis dans des gens qui en valent la peine. Tu es l'une d'entre eux. » Amelia secoua la tête. « Tu ne me connais pas. Tu m'as vu une seule fois il y a 6 ans dans une salle de conférence, et d'une manière ou d'une autre, ça te suffit pour débarquer à mon mariage, payer la dette de mon frère et m'offrir un emploi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel. » Rain resta silencieux un instant. Puis il reprit la parole, baissant la voix. Si bas que Regina, qui se tenait dans la cuisine, dut s'approcher pour entendre. « Il y a 2 ans, ton frère devait 65 000 $ à un groupe opérant depuis Brighton Beach. Ce ne sont pas le genre de gens qui envoient dans des lettres. Ce sont le genre de gens qui se présentent. » Amelia se figea. Elle n'était pas au courant de cette dette. Tommy ne lui en avait jamais parlé. « Je l'ai payé. » Rain poursuivit. « Pas parce que je connaissais ton frère, mais parce que je savais que s'il venait lui réclamer son dû, tôt ou tard il te trouverait et je n'allais pas laisser ça arriver. » L'appartement était si silencieux qu'Amelia pouvait entendre le ronronnement du réfrigérateur. Elle assimilait l'information petit à petit. Tommy avait une dette de 65 000 $ il y a 2 ans et elle n'en avait jamais rien su. Des agents de recouvrement de Brighton Beach. Rain l'avait payé. Rain était au courant pour elle avant le mariage, avant la vidéo, avant tout ça. « Tu m'observais, dit-elle, et ce n'était pas une question. Je m'assurais que personne d'autre ne le faisait, répondit Rain. Amelia se leva. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand, sans équivoque, sans avoir besoin d'expliquer qu'elle voulait qu'il parte. Merci pour le repas. Merci pour ce que tu as fait à l'église. Merci pour la dette de mon frère. Mais j'ai besoin que tu partes maintenant, car je n'arrive pas à réfléchir clairement tant que tu es assis dans mon appartement, à me dire que tu t'es immiscé dans ma vie à mon insu pendant 2 ans. Et j'ai besoin de temps pour décider si cela fait de toi quelqu'un de différent de Brandon ou exactement pareil. » Rain se leva sans se presser. Il hocha la tête une fois, fit un pas vers la porte, et avant qu'Amelia ne la referme derrière lui, il dit sans se retourner. « L'offre d'emploi n'expire pas. La remise de dette non plus. Que tu me reparles un jour ou non, tout ça est réglé. » La porte se referma. Amelia resta debout, le dos appuyé contre elle, les yeux fermés, les 2 mains crispées. Regina se tenait dans la cuisine observant sa fille, sans rien dire, car elle comprenait que ce dont Amelia avait besoin à ce moment-là, ce n'était pas de conseils, mais d'espace. La nuit tomba. Amelia était allongée dans son lit, fixant le plafond dans l'obscurité. Elle pensait à Tommy, aux 65 000 $ d'il y a 2 ans dont elle n'avait jamais eu connaissance, aux agents de recouvrement de Brighton Beach dont elle ignorait les noms, aux 40 000 $ supplémentaires qui venaient d'être effacés.
à la carte de visite posée sur la table de la cuisine, à la lettre de menace de Douglas Hale, au fait qu'elle n'avait pas de travail, pas de revenus, pas d'avocat. Elle prit son téléphone, l'alluma, trouva le numéro de Rain Volkov dans ses contacts, le numéro que Kastia avait laissé à Regina le premier jour en cas d'urgence, et l'appela. 2 sonneries, puis il répondit, sans paraître surpris, ou peut-être simplement très doué pour cacher sa surprise. « J'accepte le poste », dit Amelia d'une voix calme et claire, sans la moindre hésitation. « Mais j'ai des conditions. Je paye mon propre loyer. Je choisis mes horaires. Je ne te rends compte que de mon travail et uniquement de mon travail. Et si jamais je découvre que tu prends à nouveau des décisions concernant ma vie dans mon dos, concernant mon frère, ma famille, quoi que ce soit, je m'en vais. Pas de discussion, pas de seconde chance. Je m'en vais. » Le silence à l'autre bout de la ligne dura 3 secondes, puis la voix de Rain Volkov se fit entendre, et Amelia aurait pu jurer qu'elle y avait perçu quelque chose qui s'apparentait à un sourire, même s'il ne souriait pas. « Je serais déçu si tu ne le faisais pas. » Le premier lundi suivant cet appel tard dans la nuit, Amelia Santos entra dans le hall principal de Vulov Holdings, au rez-de-chaussée d'une tour de verre de 42 étages située dans le centre de Manhattan. Elle portait un chemisier blanc, un pantalon noir et des chaussures plates, car elle n'avait pas les moyens de s'acheter de nouveaux vêtements, et c'était la seule tenue qui restait dans son armoire et qui avait encore l'air professionnel après 5 ans passés à ne porter que ce que Brandon avait choisi pour elle. Elle traversa le hall en marbre, passa devant le comptoir de la réception, où 2 employés la regardaient avec une curiosité non dissimulée, car ils avaient vu la vidéo de l'église comme le reste du monde, passa le contrôle de sécurité, entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 42e étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle le vit immédiatement. Un bureau d'angle au bout du couloir, une porte vitrée, et sur cette porte une petite plaque métallique gravée à son nom, Amelia Santos, directrice des traductions internationales. Ce n'était pas le genre de plaque provisoire que l'on pouvait imprimer du jour au lendemain. Elle avait été gravée dans le métal, fixée au cadre à l'aide de vis, le genre de plaque qu'il fallait commander au moins 1 semaine à l'avance, ce qui signifiait que Rain avait fait fabriquer cette plaque avant même qu'elle n'accepte le poste. Peut-être au moment où il avait glissé cette carte de visite dans l'enveloppe, peut-être même avant. Amelia resta debout devant cette porte pendant 30 secondes, submergée par une tempête d'émotions. Une partie d'elle était touchée que quelqu'un croie suffisamment en elle pour lui préparer un espace avant même son arrivée. Une autre partie d'elle était mal à l'aise, car la certitude de Rain lui semblait dangereusement proche de la façon dont Brandon avait autrefois organisé sa vie sans lui demander son avis. Mais elle entra. Elle entra et découvrit une pièce dont les fenêtres donnaient sur Central Park. Un bureau en chêne, un fauteuil en cuir, un ordinateur et une tasse de café encore fumante posée sur le bureau, placée là par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Au cours des 3 mois suivants, Amelia prouva que la plaque sur cette porte n'était pas le fruit d'un favoritisme. C'était la vérité. Au cours de la 3e semaine, elle repéra une erreur de traduction dans la version italienne d'un contrat avec un partenaire immobilier à Milan, une erreur que l'équipe juridique interne avait manquée. Et si elle n'avait pas été corrigée, Volkov Holdings aurait perdu son droit de préemption dans une transaction de 70 millions de dollars. Au cours du 2e mois, elle conclut sa première affaire, un contrat d'interprétation et de conseil juridique pour un projet de complexe touristique sur la côte amalfitaine. Et elle l'a conclu non pas parce que Rain lui avait ouvert la voie, mais parce qu'elle a appelé le partenaire italien directement en italien, négocié en italien et signé en italien. À la fin de l'appel, le partenaire à l'autre bout du fil au pays a déclaré à son assistant que c'était la première fois en 20 ans de collaboration avec une entreprise américaine qu'ils se sentaient respectés dans leur propre langue. Au cours du 3e mois, elle a conclu un 2e contrat à Barcelone et a commencé à être invitée aux réunions de direction, non pas en tant qu'interprète, mais en tant que conseillère. Tout au long de ces 3 mois, la relation entre Amelia et Rain ne s'est pas développée grâce à de grandes déclarations ou à des gestes spectaculaires, mais grâce à de petits détails qu'Amelia a commencé à remarquer au fil du temps. Chaque matin, lorsqu'elle arrivait au bureau, une tasse de café chaud l'attendait déjà sur son bureau, un espresso corsé avec un peu de lait d'avoine exactement comme elle l'aimait, même si elle ne l'avait jamais dit à personne. Elle ne savait pas si Rain l'apportait lui-même ou s'il demandait à quelqu'un de le faire. Mais le café était là tous les jours, même les jours où il n'était pas au bureau, même les jours où elle arrivait en retard, comme si quelqu'un savait toujours qu'elle allait venir et s'était préparé pour elle. Un soir, elle travailla tard, jusqu'à près de 23 heures,
leva les yeux de son écran et regarda à travers la baie vitrée de son bureau vers le couloir sombre. Et il était là, Rain, debout au fond du couloir, le regard tourné vers elle. Il n'est pas entré, n'a pas frappé, n'a pas demandé pourquoi elle travaillait si tard. Leurs regards se sont croisés en silence à travers 20 mètres de vitre. Il a hoché la tête une fois, puis s'est détourné, et Amelia est restée assise là, le cœur battant soudain plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Au cours de la 6e semaine, une berline noire dont elle ne parvint pas à distinguer la plaque d'immatriculation suivit Amelia depuis la station de métro jusqu'à son immeuble à Brooklyn. Elle s'en rendit compte car la voiture suivait chacun de ses virages et se gara 3 immeubles plus loin lorsqu'elle entra. Elle envoya un SMS à Rain pour lui dire simplement qu'une voiture inconnue l'avait suivie. 10 minutes plus tard, 3 SUV noirs étaient garés devant son immeuble. Costa sortit du premier et l'étrange berline disparut de la rue sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Le lendemain matin, Rain entra dans le bureau d'Amelia pour la première fois depuis qu'elle y travaillait. Il resta debout dans l'embrasure de la porte, ne s'assit pas, n'entra pas complètement et prononça 4 mots. « Ça ne se reproduira plus ». Puis il est parti. Amelia est restée assise là, les yeux fixés sur la porte fermée, et a pris conscience d'une chose qu'elle a mis longtemps à accepter. Rain Volkov avait du pouvoir, 100 fois plus que Brandon, mais il ne s'en servait pas pour la contrôler. Il ne lui disait pas quoi faire, ne prenait pas de décision à sa place, n'organisait pas sa vie selon sa volonté. Lors des réunions, il lui demandait son avis devant 14 hommes puissants, puis écoutait sa réponse et agissait en conséquence. Quand elle proposa de changer d'approche vis-à-vis des partenaires européens, il ne la rejeta pas. Il dit « Fais comme tu le souhaites » et lui donna toute l'attitude. Quand elle échoua, quand le petit contrat à Lisbonne tomba à l'eau, il ne la critiqua pas. Il demanda « Qu'as-tu appris ?» et l'a orientée vers le projet suivant. Pour la première fois de sa vie, Amelia Santos faisait l'expérience de quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Un pouvoir capable d'exister sans rabaisser qui que ce soit, une force capable d'exister sans affaiblir autrui, et l'homme le plus fort qu'elle ait jamais connu était le seul à ne lui avoir jamais demandé de se rabaisser. Au 4e mois, Tommy a appelé, pas Amelia, mais Regina. À 2 heures du matin, la voix tremblante et précipitée, le genre de voix que la mère et la fille ont reconnu instantanément parce qu'elles l'avaient entendue trop souvent auparavant. Tommy avait encore perdu. Cette fois, ce n'était pas une application de paris sportif en ligne, mais une salle de poker clandestine dans le Queens, le genre de salle cachée derrière une laverie automatique sur Roosevelt Avenue. Pas d'enseigne à l'extérieur, mais à l'intérieur, 6 tables de jeu, des caméras de sécurité et des hommes qui ne portaient pas de badge. Tommy y jouait tous les soirs depuis 6 semaines, empruntant pour récupérer ses pertes, récupérant ses pertes pour les perdre à nouveau, perdant pour emprunter davantage. La même vieille spirale avec de l'argent frais, et maintenant il devait 120 000 $. Regina ne l'a pas dit tout de suite à Amelia. Elle le lui a caché pendant 2 jours parce qu'elle voulait protéger sa fille du couple suivant. Mais le 3e jour, Tommy a appelé Amelia directement au bureau à 15 heures, en pleurant, s'excusant, suppliant, et Amelia a entendu la voix de son frère au téléphone, et son corps a réagi avant que son esprit n'ait pu suivre. Elle a posé le téléphone, les 2 mains agrippées au bord du bureau en chaîne, fixant la fenêtre en direction de Central Park, sans rien voir d'autre qu'un flou blanc pâle. Parce que sa vision s'était brouillée à cause des larmes, elle avait essayé. Elle avait tout fait comme il fallait. Elle avait accepté le poste, fait ses preuves, commencé à reconstruire sa vie à partir des décombres, et maintenant Tommy la tirait à nouveau vers le fond avec 120 000 $ provenant d'une salle de poker clandestine du Queens. Et elle ne savait pas combien de fois elle pourrait le sauver avant d'admettre qu'il y avait des gens qu'elle aimait et qu'elle ne pouvait tout simplement pas sauver. Elle pleura, non pas de ces sanglots bruts qu'elle avait laissés échapper au restaurant de Cognier, mais de larmes silencieuses glissant sur ses joues et tombant sur le clavier de l'ordinateur. Ses épaules tremblaient légèrement, sans aucun bruit, car après 5 ans passés avec Brandon, elle avait appris à cacher sa douleur en public. Elle n'entendit pas la porte du bureau s'ouvrir. Elle ne savait pas depuis combien de temps Rain se tenait dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. Elle savait seulement que lorsqu'elle leva les yeux, il était déjà assis sur la chaise en face de son bureau, silencieux, ne posant aucune question, ne parlant pas, simplement là. C'était la première fois que Rain Volkov s'asseyait dans son bureau depuis qu'elle y travaillait. Pendant 4 mois, il était resté debout dans l'embrasure de la porte. Pendant 4 mois, il avait gardé ses distances,
Amelia comprit peu à peu que c'était sa façon de respecter les limites qu'elle avait fixées lors de cet appel téléphonique tard dans la nuit. Et maintenant, il était assis parce qu'il voyait bien que ce n'était pas le moment de rester sur le seuil. Tommy, demanda-t-il en un seul mot. Amelia acquiesça, ne se faisant pas suffisamment confiance pour parler. Combien? 120 000, une salle de poker clandestine dans le Queens. Rain resta silencieux. Il ne semblait pas surpris, car Amelia soupçonnait qu'il savait déjà que son réseau était suffisamment étendu pour qu'une salle de poker clandestine dans le Queens ne puisse fonctionner sans qu'il en entende parler. Puis il prit la parole et cette fois, sa voix était différente. Ce n'était pas la voix d'un patron s'adressant à un employé ou d'un protecteur s'adressant à quelqu'un sous sa protection, mais la voix d'un homme choisissant de dire la vérité même s'il savait que cela risquait de tout changer. « Amelia, je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda. « Je te connais depuis 6 ans et pas seulement depuis la salle de conférence. Après cette réunion, j'ai demandé à mes hommes de découvrir qui tu étais. Je savais quand tu avais quitté ton travail. Je savais quand tu as emménagé avec Brandon Hale. Je savais quand tu as arrêté de travailler, arrêté de traduire, arrêté de te montrer aux événements du secteur. J'ai vu ta carrière disparaître et je me suis dit que ça ne me regardait pas. Il marqua une pause, mais je me suis aussi dit que si jamais tu avais besoin d'aide, je serais là. Pas parce que tu me devais quoi que ce soit. Parce que ce jour-là, dans la salle de conférence, tu m'as montré quelque chose que je ne vois pas très souvent. Du courage. Et je n'allais pas laisser le monde perdre ça. Amelia essuya ses larmes avec le dos de la main. La douleur liée à Tommy était toujours là. Mais maintenant, elle s'entremêlait à autre chose. Le choc, la colère et un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. « Suis-je un projet pour toi? » demanda-t-elle d'une voix tranchante, même si elle était encore humide de larmes. « C'est de ça qu'il s'agit? J'ai vu quelque chose de brisé. Il y a 6 ans, et tu attendais de le réparer. » Rain se leva. Il se dirigea vers la fenêtre donnant sur Central Park, lui tournant le dos, et Amelia vit la légère tension dans ses épaules, premier petit signe que sa question avait touché un point pour lequel il n'avait pas de réponse toute faite. « Pas un projet, » dit-il d'une voix basse en regardant les arbres de Central Park, qui commençaient à se parer des couleurs de l'automne. « Une promesse que je me suis faite. » Il ne se retourna pas. Amelia regarda son dos, droit sous la chemise noire, ses larges épaules, la tête légèrement inclinée comme s'il venait de dire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de dire, et dans le silence entre eux, elle sentit un changement, aussi doux que le mouvement d'une aiguille de boussole, quelque chose passant de la gratitude à autre chose, plus profond, plus dangereux, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer, mais qu'elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas ressentir. 6 mois après le jour où Amelia avait franchi les portes de Volkov Holdings, elle fut officiellement nommée directrice des opérations internationales. Elle avait conclu 5 contrats en Europe, constitué une équipe de traduction juridique de 7 personnes et était devenue la première personne que les partenaires étrangers appelaient lorsqu'ils souhaitaient travailler avec Volkov Holdings. Le jour même où l'annonce de sa promotion fut diffusée dans toute l'entreprise, Kostia Petro se tenait dans le couloir en train de parler avec un agent de sécurité. Et quand Amelia passa avec une tasse de café à la main, et salua Kostia d'un signe de tête, l'ancien agent, le garde du corps le plus discret du bâtiment, la regarda s'éloigner, puis se tourna vers son collègue et dit doucement, d'une voix presque surprise, « C'est la seule personne à qui je l'ai vu sourire en 6 ans. » 4 mois après le mariage qui n'eut jamais lieu, l'email est arrivé. Il ne provenait pas de Brandon, mais d'une nouvelle adresse d'avocat. Pas de Whitmore & Partners, le cabinet de Douglas, mais d'un cabinet d'avocats bien plus petit de Midtown dont Amelia n'avait jamais entendu parler. Et cela en disait long, car cela signifiait que Douglas Hale avait cessé de payer les honoraires d'avocat de son fils. L'email exigeait qu'Amelia signe un accord de confidentialité, un NDA, s'engageant à ne jamais parler publiquement de Brandon Hale, du mariage, de ce qui s'était passé à l'église, de ce qu'elle avait dit devant 250 personnes. En échange, la famille Hale retirerait sa menace de poursuite pour diffamation. Amelia lut l'email puis le supprima sans y répondre. 2 semaines plus tard, Brandon Hale se présenta dans le hall du rez-de-chaussée de Volkov Holdings. Il n'avait pas pris rendez-vous ni appelé à l'avance. Il entra simplement et dit à la réception qu'il devait voir Amelia Santos immédiatement. La réceptionniste appela le 42e étage et Amelia aurait pu refuser. Elle aurait pu demander à la sécurité de l'escorter dehors, mais elle ne l'a pas fait. Elle leur a dit de le faire monter car elle comprenait que certains chapitres devaient être tournés en personne et non par email et par l'intermédiaire d'avocats. Brandon est sorti de l'ascenseur au 42e étage et pendant un instant,
Amelia a failli ne pas le reconnaître. Ces 4 derniers mois avaient beaucoup affecté Brandon Hale. Il avait maigri. Les cernes sous ses yeux étaient sombres et profonds. Une barbe de 3 jours couvrait son visage par plaques irrégulières. Son costume était froissé et n'était plus un Tom Ford, mais quelque chose de bien moins cher. Et les chaussures qui avaient autrefois été cirées à la perfection étaient désormais usées au talon. Le fonds d'investissement l'avait licencié 2 semaines après le mariage. Lorsque la vidéo s'était répandue et que les associés avaient retiré leur argent, la dette de 800 millions de dettes n'avait plus personne pour les garantir, car l'image de stabilité dont il avait besoin grâce au mariage s'était effondrée en direct lors d'un live stream. Douglas s'était séparé de Petra, reprochant à Brandon d'avoir détruit en un après-midi la réputation familiale qu'il avait mis 30 ans à bâtir, et Petra avait emménagé dans l'appartement de sa sœur dans le Connecticut. La famille Hale s'était effondrée comme un bâtiment dont les fondations auraient été arrachées. Amelia conduisit Brandon dans une petite salle de réunion et non dans son bureau, car elle ne voulait pas qu'il pénètre dans l'espace qu'elle s'était construit, et s'assit en face de lui à la table en verre. Brandon balaya la pièce du regard, observant les parois de verre, la vue sur Manhattan, le logo de Volov Holdings sur la porte, puis il revint vers Amelia, vêtue de ses habits de travail impeccables et sobres, les yeux brillants et le dos droit, n'ayant plus rien à voir avec la femme qu'il avait passé 5 ans à réduire à une version qu'il pouvait tolérer. Et quelque chose se brisa sur son visage. « Alors, tu es sa femme maintenant ?» dit Brandon, d'une voix amère mais faible, bien plus faible qu'elle ne l'avait été 4 mois plus tôt. La voix d'un homme qui avait trop perdu pour garder assez de force pour la cruauté. Amelia le regarda. Elle regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Un homme qui avait cru qu'elle passerait sa vie avec lui, qui avait eu le droit de la réduire à une forme qu'il pouvait gérer, et elle ne ressentait pas de colère. Elle ressentait quelque chose de plus proche de la pitié, bien que pas entièrement de la pitié, car la pitié impliquait de regarder de haut, et Amelia ne regardait pas Brandon de haut. Elle le regardait droit dans les yeux. « Je m'appartiens, dit-elle. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris. » Brandon baissa la tête. Ses mains reposaient sur la table en verre, ses doigts tremblant légèrement. Puis il releva le visage, et dans ses yeux, Amelia vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas du remords, mais du désespoir. Le genre de désespoir propre à un animal acculé au point d'être prêt à mordre quiconque s'approche. « Je sais qui il est, » dit Brandon d'une voix basse et rapide. « Volov, je sais ce que fait sa famille, l'argent, les relations, les choses qui n'apparaissent même pas sur les déclarations d'impôts. Si tu ne signes pas cet accord de confidentialité, j'irai voir le FBI. Je leur dirai tout ce que je sais. » Amelia n'avait même pas ouvert la bouche que la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Personne n'avait frappé. Rain Volov entra, les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, ses yeux gris fixant la pièce. Amelia avait passé 6 mois à apprendre à les lire, et ce qu'elle y lisait à présent lui coupa le souffle. Pas de la colère, quelque chose de plus profond que la colère. Un danger maîtrisé, le genre de calme que Costa lui avait un jour décrit en disant « Quand il est silencieux, tout le monde devrait avoir peur. » Rain marcha droit vers Brandon. Il s'arrêta à moins d'1 pas de lui, la tête plus haute que la sienne, et le regarda de haut avec ce genre de regard dont Amelia était certaine qu'il avait fait reculer des hommes bien plus dangereux que Brandon Hale. Le silence s'étira pendant 10 secondes. 10 secondes pendant lesquelles Brandon ne respira pas, ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. 10 secondes pendant lesquelles il comprit, grâce à l'instinct de survie le plus ancien, que l'homme qui se tenait devant lui ne menaçait pas avec des mots parce qu'il n'avait pas besoin de mots. Puis Rain parla d'une voix basse et lente, chaque mot étant une nouvelle porte qui se refermait. « Sors de ce bâtiment. Ne la contacte plus jamais. Ne mentionne jamais mon nom à qui que ce soit. Et en échange, j'oublierai que tu existes. C'est l'offre la plus généreuse que tu ne recevras jamais. Accepte-la. » Brandon regarda Rain, regarda Amelia, puis regarda à nouveau Rain. Puis il se leva, repoussa sa chaise sans dire un mot, et sortit de la salle de réunion, les épaules affaissées d'un homme qui avait tout perdu et qui le savait. La porte se referma. Les pas de Brandon s'estompèrent dans le couloir, puis disparurent complètement lorsque la porte de l'ascenseur se referma. Il ne restait plus que 2 personnes dans la pièce. Amelia regarda Rain. Il se tenait toujours là où il était, les yeux fixés dans la direction où Brandon était parti, la mâchoire toujours serrée, la respiration régulière, mais plus profonde que d'habitude. Et Amelia savait que ce qu'il venait de dire à Brandon n'était pas une menace en l'air. « Vas-tu lui faire du mal? »
demanda-t-elle. Rain se tourna vers elle. Des yeux gris rencontrèrent des yeux bruns par-dessus la table en verre. Et à cet instant, Amelia vit quelque chose que, selon elle, très peu de gens avaient jamais eu le droit de voir. Une honnêteté totale, sans aucune fausse note. « Tu veux que je le fasse ?» demanda-t-il. Et ce n'était pas une question rhétorique. Il lui posait vraiment la question. Il lui confiait cette décision. Une décision qui, pour un homme comme Rain Volkoff, ne nécessiterait qu'un seul mot. « Non », répondit Amelia. « Alors non », répondit Rain, et il quitta la pièce. Amelia resta seule dans la salle de conférence vitrée surplombant Manhattan, et elle comprit quelque chose qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour saisir pleinement. L'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu, l'homme que New York craignait, l'homme qui contrôlait un empire s'étendant de Midtown à Brighton Beach, venait de lui confier une décision et d'accepter sa réponse sans poser de questions. Brandon avait passé 5 ans à essayer de contrôler chacune de ses décisions. Rain venait de lui donner le contrôle sur l'une des siennes, et cette différence en disait plus long que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. 1 an après le jour où le mariage n'avait jamais eu lieu, le jour du 28e anniversaire d'Amelia Santos, le petit restaurant de Connie Rousseau sur Mulberry Street fermait tôt ses portes aux clients extérieurs et les ouvrait aux 6 seules personnes qui comptaient. Connie cuisinait depuis le matin, du minestrone selon la recette napolitaine qu'elle avait préparée pour Amelia 1 an plus tôt, lorsque celle-ci était entrée dans le restaurant vêtue d'une robe déchirée. Et aujourd'hui, elle l'avait refait, non par tristesse, mais parce que c'était devenu le plat qui marquait un nouveau départ. Regina arriva la première, portant le gâteau d'anniversaire qu'elle avait préparé elle-même dans sa petite cuisine du Bronx. Un gâteau trash, d'après la recette de la grand-mère d'Amelia à Porto Rico, recouvert d'un glaçage blanc et lisse. 28 petites bougies disposées en cercle. Elle posa le gâteau sur la table en bois usé, puis s'assit, les mains encore endolories par le lupus, mais les yeux bien plus brillants qu'un an auparavant. Car au cours de l'année écoulée, elle avait été réintégrée dans la vie de sa fille, recevait des appels téléphoniques tous les soirs, était devenue chercher au Bronx et conduite à Brooklyn chaque week-end. Toutes ces petites choses que Brandon lui avait enlevées et qui lui étaient désormais rendues. Monique Torres et Yara Way arrivèrent ensemble. Monique portait une bouteille de Prosecco bon marché, car elle disait que le vin cher était pour les gens qui ne savaient pas s'amuser. Yara apportait un petit bouquet de fleurs qu'elle disposa dans un bocal en verre au centre de la table. Puis Tommy entra. Amelia regarda son frère et il lui fallut quelques secondes pour s'habituer à sa vue, car Tommy avait changé. Pas à cause de nouveaux vêtements ou d'une coupe de cheveux soignée, mais dans son regard, car les yeux de Tommy ne reflétaient plus l'expression évasive, honteuse et paniquée qu'elle avait vue chez lui pendant tant d'années. Tommy travaillait désormais comme commis de cuisine dans un restaurant italien de la chaîne Vulov Holdings, dans le sud de Manhattan, un poste que Rain lui avait discrètement trouvé, avec un salaire suffisant pour vivre, des horaires réguliers et surtout, des gens autour de lui qui l'empêchaient de retomber dans son ancien cycle. Tommy se rendait au Gamblers Anonymous tous les mardis et jeudis, avait remboursé ses dettes et n'avait pas touché aux cartes ni fait de paris depuis 8 mois. Il serra sa sœur dans ses bras plus longtemps que d'habitude et ne dit rien, car tous deux savaient que les excuses avaient déjà été présentées suffisamment de fois et qu'il était désormais temps de prouver les choses par des actes. Le dernier à arriver fut Rain. Il apporta une bouteille de vin rouge, une beau de 20 ans d'âge, et la posa sur la table à côté du Prosecco bon marché de Monique. Et d'une certaine manière, le contraste entre ces 2 bouteilles résumait tout ce qui caractérisait le groupe réuni dans cette pièce. Des personnes totalement différentes assises à la même table parce qu'elles aimaient toutes une seule et même femme. Connie apporta les minestrones, 6 bols, de la vapeur s'élevant dans la lumière jaune et chaude. Tout le monde prit place autour de la table en bois chaleureuse où 40 ans de clients s'étaient assis avant eux, et Regina leva son verre. « 1 an, dit-elle, d'une voix plus assurée qu'Amelia ne l'avait jamais entendue de toute sa vie depuis que ma fille avait fait son choix. Les verres se touchèrent. Monique but une gorgée de Prosecco, puis dit avec ce sourire que seule Monique pouvait arborer, un sourire à la fois provocateur et tendre, et qui effrayait à mort 250 riches en le faisant. Toute la table rit, même Rain, et Amelia vit ce sourire sur son visage, rare, bref, mais réel. Et elle se souvint de ce que Custa avait dit, la seule personne à qui je l'ai vu sourire en 6 ans. Amelia balaya la table du regard. Sa mère, son frère, ses 2 amis les plus proches, la femme de 74 ans qui apportait de la soupe depuis la cuisine,
et l'homme assis en face d'elle qui versait du beau dans le verre de Regina avec plus de soin qu'elle ne l'avait jamais vu en accorder à un contrat de plusieurs millions de dollars. Il y a un an, dit Amelia, je pensais que ma vie était finie. 27 ans, sans emploi, sans argent, sans projet, assise dans un appartement sombre avec une robe de mariée déchirée par terre. Et maintenant, elle fit une pause et regarda chaque visage. Maintenant, j'ai un travail dont je suis fier. J'ai la liberté que j'ai gagnée. Je vous ai tous, chacun d'entre vous. Et je me suis retrouvé. Elle leur parla de la robe. Elle était toujours là, non plus froissée sur le sol d'un appartement sombre, mais conservée dans une vitrine accrochée dans le salon de son nouvel appartement de Brooklyn, payée de son propre salaire, pas dans les bureaux de Vulov Holdings, pas dans un endroit appartenant à quelqu'un d'autre, mais chez elle, là où elle l'avait décidé. La robe était abîmée, dit Amelia, mais nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive. Nous sommes définis par ce que nous faisons après. Connie passa près de la table, l'entendit et posa une pile supplémentaire de serviettes sans dire un mot, car elle savait que tous ceux assis à cette table en auraient besoin. Le dîner prit fin lorsque Connie commença à débarrasser la table et à réprimander tout le monde avec sa phrase habituelle. « Rentrez chez vous. J'ai besoin de dormir. Vous mangez trop. » Monique et Yara ont pris Amelia dans leurs bras sur le trottoir de Mulberry Street, puis ont pris un taxi pour rentrer à Harlem. Tommy a serré sa sœur dans ses bras une dernière fois, puis s'est dirigé vers le métro d'un pas assuré, comme un homme qui apprend à vivre au jour le jour. C'est Regina qui a serré sa fille le plus longtemps, lui chuchotant quelque chose en espagnol à l'oreille qu'elle seule pouvait entendre avant de monter dans le taxi. Rain avait déjà appelé pour la ramener dans le Bronx. Il ne restait plus que 2 personnes sur le trottoir. La Maybach était garée à quelques mètres de là. Kostya était déjà rentré chez lui et ce soir, Rain conduisait lui-même. Il ouvrit la portière côté passager pour Amelia, non pas de manière théâtrale, mais avec l'aisance naturelle d'un homme qui avait fait cela pour elle toute l'année, sans jamais en faire une affaire plus importante qu'elle ne l'était. Amelia monta dans la voiture. Rain fit le tour pour rejoindre le côté conducteur, et la Maybach quitta Mulberry Street en direction de Brooklyn par le pont de Manhattan. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet. La ville défilait derrière la vitre, les lumières de Manhattan s'amenuisant derrière eux, le pont de Manhattan brillant sous leurs pieds. Puis Brooklyn s'ouvrait devant eux avec ses rangées de brownstones et ses lampadaires jaunes. Amelia regardait par la fenêtre sans vraiment rien voir, car elle réfléchissait à l'année écoulée, à l'homme assis à quelques centimètres d'elle, les mains sur le volant, à tout ce qu'il avait fait et à tout ce qu'il n'avait pas fait. Et parfois, ce qu'une personne ne fait pas en dit plus long que ce qu'elle fait. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Amelia à Brooklyn. Le moteur tournait doucement. Un réverbère jaune baignait la moitié du visage de Rain à travers la vitre, mi-lumière, mi-ombre, et Amelia pensa que cela lui allait mieux que n'importe quelle autre lumière, car Rain Volkov avait toujours existé à la frontière entre 2 mondes. Le silence s'étira, pas un silence gênant, mais celui qui appartient à 2 personnes qui ont passé suffisamment de temps ensemble pour ne pas avoir besoin de remplir chaque espace vide de mots. Puis Amelia prit la parole. « Tu ne m'as jamais rien demandé. » Sa voix était douce mais claire dans le silence de la voiture. « En 1 an, tu m'as donné un travail. Tu as protégé mon frère. Tu m'as accompagné à l'église. Tu t'es assis à mes côtés pendant que je pleurais. Tu m'as laissé t'engueuler. Tu m'as laissé fixer toutes les règles. Et tu ne m'as jamais rien demandé en échange. » Rain ne se tourna pas vers elle. Ses mains restèrent sur le volant. Son regard était fixé à travers le pare-brise sur la rue tranquille de Brooklyn. Et quand il répondit, sa voix était plus grave que d'habitude, le genre de gravité qu'elle n'entendait que lorsqu'il disait quelque chose qui comptait vraiment. Parce que le dernier homme qui t'avait eu t'avait tout demandé. Il t'avait demandé de renoncer à ta carrière, ta langue, ta mère, ta voix. Il t'a demandé de te réduire chaque jour un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Il marqua une pause. Son doigt tapota le volant 1 fois. La seule petite habitude qu'Amelia avait appris à reconnaître comme le signe qu'il cherchait les mots justes. Je voulais être différent de ça. Je voulais être celui qui te donnerait le choix de ne rien donner ou de tout donner selon tes conditions, pas les miennes. Amelia le regarda, du côté éclairé de son visage et du côté sombre, la légère cicatrice le long de sa mâchoire, les yeux gris fixés droit devant lui, alors qu'elle savait qu'il mobilisait toute sa discipline pour ne pas se tourner vers elle. Car s'il se tournait vers elle maintenant, la distance qu'il avait maintenue pendant 1 an se réduirait, et il ne voulait pas la réduire à moins qu'elle ne le lui permette. Elle ouvrit la portière de la voiture
posa un pied sur le trottoir, puis s'arrêta, se retourna, se pencha légèrement et regarda à l'intérieur de la voiture par la portière ouverte. Et pour la première fois depuis 1 an, elle regarda Rain Volkov droit dans les yeux sans chercher de motivation cachée, sans se mettre sur la défensive, sans le comparer à Brandon, simplement en le regardant. « Bonne nuit, Rain », dit-elle. Et ces 2 mots contenaient bien plus qu'un simple au revoir. Ils contenaient la promesse qu'il y aurait d'autres soirées, d'autres conversations, d'autres silences confortables dans la voiture. Et tous deux entendirent cette promesse, même si aucun ne l'avait prononcée à voix haute. « Bonne nuit, Amelia », répondit Rain, et elle aurait pu jurer que le coin de sa bouche s'était légèrement relevé. Pas un sourire, seulement l'ombre d'un sourire, mais venant de Rain Volkov. C'était déjà beaucoup. Amelia ferma la portière de la voiture, entra dans l'immeuble, monta 4 étages, ouvrit l'appartement qu'elle payait de son propre salaire, alluma la lumière du salon et resta là à regarder la robe de mariée conservée dans une vitrine accrochée au mur. La déchirure de l'épaule à la taille était toujours là. La dentelle Chantilly ivoire était toujours déchirée. 6 mois d'économie secrète et 28 000 $ de rêves ruinés en 3 secondes. Mais elle était magnifique. Magnifique parce qu'elle était réelle. Parce qu'elle était de la preuve qu'elle s'était levée, qu'elle était partie, qu'elle avait dit non. Sur la table, à côté de son lit, la carte de visite de Vulov Holdings était toujours là. La première que Rain avait glissée dans l'enveloppe le jour où il était venu chez elle. Au dos, les mots écrits à la main, directrice des traductions internationales, poste vacant, sans date d'expiration. Elle l'avait gardée depuis le premier jour. La robe était déchirée, mais elle était intacte. Plus intacte qu'elle ne l'avait été à aucun moment au cours des 5 dernières années. Et derrière la fenêtre du 4e étage, New York était toujours vivante, respirait toujours, bougeait toujours, et elle en faisait partie. En bas, dans la rue, la Maybach noire n'était toujours pas partie. Rain Volkov était assis au volant, le moteur éteint, les mains toujours posées sur le volant, les yeux levés vers la fenêtre du 4e étage qui venait de s'animer. Il resta assis là pendant 3 minutes. 3 minutes durant lesquelles l'homme qui contrôlait un empire s'étendant de Midtown Manhattan à Brighton Beach, l'homme dont le nom était murmuré dans les salles de réunion et redouté derrière des portes closes, était assis seul dans l'obscurité, levant les yeux vers une fenêtre éclairée à Brooklyn, et se demandait si la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais faite dans sa vie n'était pas les transactions de plusieurs millions de dollars, ni les confrontations avec ses ennemis, n'était pas l'une de ces choses pour lesquelles le monde extérieur le craignait, mais le fait de s'être permis de s'attacher à une femme en robe déchirée qu'il avait regardée dans les yeux 6 ans plus tôt et lui avait dit qu'il avait tort. 3 minutes plus tard, il démarra le moteur et la Maybach s'éloigna silencieusement de la rue de Brooklyn pour se fondre dans le flot des lumières nocturnes de New York. L'histoire d'Amelia Santos n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de prince sur un cheval blanc, pas de magie, pas de fin parfaitement ficelée. Il y avait une femme poussée au fond du gouffre qui s'était relevée par ses propres moyens. Il y avait une mère qui était restée silencieuse pendant 40 ans et qui avait pris la parole au moment précis où sa fille avait le plus besoin d'elle. Il y avait un homme dangereux qui a choisi d'utiliser son pouvoir pour élever quelqu'un plutôt que de l'écraser. Et il y avait une robe déchirée accrochée au mur d'un appartement de Brooklyn, rappelant à quiconque la regardait que la dignité n'est jamais détruite par quelqu'un d'autre, à moins que nous ne le permettions. La leçon était simple, mais beaucoup de gens passent leur vie à l'apprendre. Le véritable amour ne vous demande jamais de vous rabaisser. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de contrôler qui que ce soit, et il n'est jamais trop tard pour faire le choix de soi-même. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, écrivez un seul mot dans les commentaires, liberté, pour que je sache que vous êtes là et que vous l'avez entendu. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un, une amie, une sœur, une mère, ou même à vous-même il y a des années, cliquez sur « Partager » pour que cette histoire puisse atteindre la personne qui a le plus besoin de l'entendre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir écouter chaque jour davantage d'histoires qui vont droit au cœur. J'aimerais avoir votre avis. Quelle partie de l'histoire vous a le plus ému? Le moment où la robe s'est déchirée, le moment où Amelia a remonté l'allée, ou le moment où Rain a posé sa veste sur ses épaules sans dire un mot? Et dans votre vie, avez-vous déjà dû faire ce choix pour vous-même, même si cela signifiait vous éloigner de ce qui vous était familier? Partagez-le avec moi dans les commentaires, car chacune de vos histoires compte et je lis chaque ligne du fond du cœur. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite à vous et à vos proches une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien.
Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.